Le BIM Tour fait étape à Caen. Nous allons maintenant nous intéresser, à travers des témoignages, à l'utilisation du BIM dans un projet de rénovation. Nous sommes à l'hôtel du département du Calvados. Voilà, on voit quelques nuages de points sur le bâtiment, on va y revenir d'ici quelques minutes. Donc c'est le bâtiment central, tout carré, là, qu'on voit très bien ici. Et alors moi je découvre votre siège du département, Maude Dauphineau, directrice des bâtiments pour le conseil départemental, avec un article de presse. Cet article de presse me dit « Le siège du département du Calvados tombe en ruine, les élus déménagent dans un château ». Ça c'était il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est la presse qui... Non, c'était à peu près ça. Alors, ça donne un petit peu le ton. C'est un peu plus sympa qu'un bâtiment des années 60 rénové pour donner une seconde vie, effectivement. Mais effectivement, c'était ça. Bâtiment des années 60 sans aucune rénovation structurelle depuis la construction. Et le choix fort de nos politiques de rester en centre-ville. Donc à partir de ce moment-là, il tombait en ruine de quelle manière ce bâtiment? Quel a été le problème? Il tombait en ruine un petit peu de tous les côtés, c'est-à-dire qu'il prenait l'eau par le toit, par les huisseries. Certains sanitaires étaient condamnés. Voilà, il n'y avait plus d'isolation et on avait un gros problème structurel surtout, c'est que les planchers n'allaient pas jusqu'au mur et donc en cas d'incendie, on avait un vrai risque que ça devienne une tour qui s'enflamme. Donc dérogation de la commission de sécurité avec des interventions humaines pour compenser ce risque technique. Donc il était effectivement temps de faire quelque chose. Donc un beau jour, vous décidez d'y aller, ça s'impose aussi un petit peu à vous, et vous vous dites, et c'est d'ailleurs votre premier projet de cette sorte, pourquoi pas mener ce projet de rénovation avec la maquette BIM? Tout à fait, c'est la période où j'ai un de mes chargés d'opération qui s'est intéressé à cette technique-là. Moi j'arrivais aussi en tant que directeur de bâtiment, 2016 c'est ma première année. Donc il m'a dit, voilà, ça peut être chouette. Bah ouais, ça peut être chouette, allons-y. Sauf qu'entre-temps, lui, il est parti sur un autre poste et il nous a lancé le dossier de ça pourrait être chouette, voilà, qu'il avait lancé. Donc vous arrivez à l'hôtel du département, ça peut être chouette, et vous vous retrouvez toute seule finalement à gérer cette affaire. Hein. C'est ça. Donc entre-temps, on a effectivement recruté un nouvel chargé d'opération qui sortait tout jeune, tout frais et moulu d'une formation BIM. Donc j'ai vu qu'il y avait des gens du lycée de la Place pour pas les nommer. Mais c'est vrai que du coup, ce projet, eh bien, finalement, il a été peut-être moins suivi que ce qu'on aurait pu et certainement plus pris en main par la maîtrise d'œuvre qui, pour le coup, s'est beaucoup investi. Et nous, avec ce changement de personnel, on n'a peut-être pas été aussi efficace qu'on l'est maintenant sur nos nouveaux projets. Paul Déon, c'est vous qui donc êtes chargé de la réhabilitation de ce bâtiment. Et effectivement, là c'était une démarche qui était expérimentale en fait, on va dire pour le maître d'ouvrage et qui a démarré dès les premières phases de conception et puis qui a été poursuivi ensuite durant le chantier. Ce qui a été intéressant, c'est que, notamment dans les projets de réhabilitation, c'est que le maître d'ouvrage nous a fourni un relevé en nuage de points qu'on peut intégrer dans la maquette et qui permet d'avoir des relevés très précis, de modéliser l'existant, pas de façon mécanique, mais vraiment accélérée par rapport à de la prise de cote sur site pour ensuite reporter ça dans nos maquettes. Là, c'est une salle qui s'appelle l'hémicycle, qui a été prise, donc il y a un relevé qui a été fait de l'intérieur. C'est une image de rendu de la version modélisée. Donc ça, c'est la salle du conseil départemental. C'est ça, Maud? Oui, c'est tout à fait ça. C'est le lieu où se tiennent les assemblées. On a fait des modernisations sur le système de sonorisation, de suivi. On a fait finalement un coup de jeune sur ce site-là qui était emblématique et que de toute façon on ne pouvait pas toucher au vu de la forme du bâtiment parce qu'il y a un moment il est sur 2 étages donc il est incontournable et puis il reste le marqueur aujourd'hui. Toutes les photos qui sortent concernant le département montrent cet hémicycle. Il y a eu un vrai choix de limiter les consommations énergétiques et de rester avec quelque chose qui était sobre et efficace, on va dire. Donc vous, c'était votre premier projet en BIM. Et Antoine Pernel, quelle était votre expérience? Aucune. Donc non, c'est pas le premier projet du bureau sur lequel on travaille en BIM, mais personnellement, c'est la première opération en BIM
Sur la vue précédente, on voyait donc la toiture du bâtiment avec... donc il y a eu un local technique ouvert où on a 2 centrales de traitement d'air et les aéros d'un groupe froid, donc avec les petits ventilateurs. On a aussi des tourelles de désenfumage qui sont en rouge. Enfin, il y a toute une partie technique qui a été implantée sur la maquette de l'architecte. Les équipements sont dimensionnés en fonction des besoins. Et ensuite, nous, avec le choix des matériels, on rentre en relation avec l'architecte pour choisir l'endroit où on va positionner les équipements, arranger la toiture au mieux pour qu'on puisse cacher le maximum de matériel, ce genre de choses. La partie conception est plutôt agréable à mener. C'est plus au niveau de la réalisation derrière, l'exécution, où on s'aperçoit que sur un bâtiment existant du moins, c'est pas aussi beau que ça paraît. Donc c'est les joies de l'existant avec les découvertes du bâtiment qui amènent après d'autres sujets. Donc il y a des ajustements, c'est ça, nécessaires entre... En tout cas sur ce bâtiment-là, il y a eu beaucoup de petits ajustements. Et qui portaient sur quoi pour qu'on arrive bien à imaginer Principalement, en tout cas pour notre lot, sur la structure. Donc il y a eu des sondages qui avaient été faits à l'époque par le cabinet d'architectes pour modéliser justement au mieux la maquette. Mais on s'aperçoit que tous les niveaux ne sont pas équivalents et que ce qui se passe au rez-de-chaussée n'est pas forcément ce qu'il y a au niveau 1 ou dans la pièce d'à côté. Donc il y a des questions de poteaux, de poutres, de structures qui sont un peu gênantes parfois pour le lot CVC. D'accord. Paul Déon, justement, il faut investiguer le bâtiment. Vous avez montré tout à l'heure le nuage de points. Jusqu'où il faut aller parce qu'on a toujours une limite à tout. On peut pas oui, tout à fait, surtout dans les bâtiments qui sont occupés en fait. Donc effectivement, c'est pas simple de venir déshabiller le bâtiment entièrement quand il y a du personnel. Moi j'ai compris qu'ils avaient déménagé dans un château conseil départemental. Ils étaient encore là ? Il y avait encore un peu de monde ? En fait, quand les premières études ont été faites, ils étaient présents. Donc il y a toujours, c'est comme les diagamiantes, c'est comme ce genre de choses, ça a ses limites, puisqu'il faut qu'on les anticipe avant de lancer. Et en même temps, on ne peut pas commencer à casser tous les murs et à mettre les gens sous scaphandre pour qu'on fasse les études qui vont bien. Donc effectivement, ils ont déménagé au château de Bénouville, qui est une propriété du département, le temps des travaux. Mais effectivement, on a eu des mauvaises surprises. À chaque fois qu'on n'avait pas curé quelque chose, qu'on a été obligé de le faire en cours de chantier, bien à chaque fois qu'on a cassé, à chaque fois on a eu une mauvaise surprise. Est-ce qu'il y a quelques règles, Paul Déon, sur les projets de rénovation ? Quelques règles de vigilance pour bien connaître le bâtiment ? Il faut investiguer. Donc, mais quels sont un peu les conseils que vous donneriez pour les personnes qui se lancent sur des projets de rénovation en BIM ? Les quelques règles pour que ça réussisse ? Tout à l'heure, on a parlé de l'utilisation du nuage de points. Ça, c'est un outil qui est efficace et avec une visite, en fait, d'avoir le bâtiment à portée de main. Donc ça, c'est assez imbattable. Après, effectivement, il ne peut pas se promener partout et voilà, il a ses limites. Donc si le relevé est fait quand le bâtiment n'est pas encore curé, bah, effectivement, il nous restera des surprises pendant le chantier. C'est vrai que ce qui a facilité les échanges pendant la conception et puis également l'étude exé, c'est que architectes et bureaux d'études étaient sur le même logiciel. Donc là, ça a fluidifié quand même grandement les échanges. Frédéric Lecoq, sur la partie maîtrise d'œuvre, vous intervenez à partir de quel moment pour nous situer un petit peu ? Nous, donc en termes de maîtrise d'œuvre, sur la partie lot technique, on intervient dès la phase concours, en équipe avec l'architecte pour se positionner. On essaie de faire le plus gros projet possible. La difficulté, c'est que étant donné que c'était un petit peu notre premier projet, on s'est tous un peu regardé, on s'est dit, bon, comment on va faire ? Il faut qu'on trouve des méthodes qui ne sont pas forcément écrites, on n'a pas forcément fait. On a un maître d'ouvrage qui nous demande un DOE BIM, sauf que le DOE BIM, c'était presque un gros mot. En 2016, personne ne savait ce qu'était qu'un DOE BIM. Il y avait vraiment, vraiment beaucoup de questions à l'époque qui se posaient autour de tout ça. Et on a eu la chance aussi d'avoir Paul qui a su nous coordonner, qui a su nous donner les bases en disant, voilà, la référence c'est tel point, vous, bureau d'études, vous devez bosser à partir de tel point, suivant tel principe, tout en respectant naturellement les demandes et la charte graphique que nous avait demandé de respecter le conseil départemental. Ouais, donc là vous êtes modeste, Paul Déon, il y a quand même ce rôle de chef d'orchestre finalement, pour animer les entreprises qui vont ensuite intervenir. En fait, on se rend compte qu'on doit faire un grand écart en fait, avec les différents maîtres d'ouvrage avec lesquels on travaille, parce que
ils n'ont pas du tout le même niveau de maturité en fait sur ce sujet-là et les mêmes exigences. Et donc, on doit s'adapter et puis proposer des solutions en fonction de leurs attentes et de leur utilisation finale, voilà, pour que ça leur serve et que ce soit adapté au mieux à leurs besoins. On en a effectivement qui découvrent le sujet et qui sont curieux et voilà, qui supposent que ça va être efficace pour eux et adapté. D'autres qui se sont investis très précisément dans le sujet et qui ont même des cahiers des charges ou des cahiers de modélisation très précis, même adaptés à certains logiciels. Donc en face de nous, on a un panel vraiment très varié en fait sur cette maturité-là, quoi. Et Maud Dauphinot, pour le rôle du commanditaire, comment faut-il que ce commanditaire travaille avant d'aller voir les entreprises? Parce que je pense qu'on ne peut pas trop se permettre d'être dans le flou. Les projets de rénovation, c'est toujours des cas particuliers. Qu'est-ce que vous diriez aux commanditaires qui sont face à des projets de réhabilitation et qui souhaitent le faire en numérique? Alors, c'est pas le plus simple, clairement. C'est pas on était peut-être très enthousiaste, mais on ne se rendrait pas compte. Mais pour démarrer, c'est effectivement pas le plus facile, puisqu'on part d'un bâtiment existant, c'est ce qu'on évoquait, qui n'est pas toujours connu, où on va avoir des surprises, donc c'est pas le parcours le plus fluide, contrairement à une construction. Oui, c'est pas une page blanche, voilà, il va y avoir des ratures qu'on va trouver au fur et à mesure sur la page. Ça prend obligatoirement plus de temps, c'est obligatoirement plus compliqué, et on sait que malgré cet outil-là, on aura des mauvaises surprises et on aura des adaptations à faire. Après, nous, on avait un chargé d'opération qui était extrêmement intéressé, qui avait déjà travaillé un protocole avec un certain niveau de rendu, et donc qui était finalement assez mûr pour discuter avec l'équipe de maîtrise d'œuvre sur ce qu'on attendait et ce dont on avait besoin. Mais vous, les grandes questions, les grands thèmes que vous mettez sur le bureau pour pouvoir vous dire, bon, ça, il faudra quand même que je réponde à ce point-là, ça, il va falloir que je le travaille. Quels sont les grands thèmes qui sont à travailler dans un cas comme celui-ci? Les grands thèmes qui sont à travailler, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, la première chose. Jusqu'où on veut aller, parce qu'aujourd'hui, on évoque ce projet de demi-sel, ce qui est le premier, mais c'est devenu quelque chose qu'on fait de manière systématique sur tous nos projets, réhabilitation ou construction. Et en fonction des projets, on ne va pas toujours aussi loin. Des fois, on se contente d'une maquette conception, des fois, on va jusqu'à un DOE, on va même jusqu'à interfacer la maquette avec la GTC, quoi. Voilà, on a testé plusieurs panels parce que l'investissement, effectivement, en temps, n'est des fois pas justifié au vu de l'exploitation qu'on fera après du bâtiment. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, on n'a pas de règles fermée définitive. Toujours est-il que... Il n'y a pas au département un modèle BIM, vous adaptez en fonction des situations. Alors, on a un modèle BIM, on a une charte BIM qui est identifiée, qui existe, qui est la même pour tout le monde, mais par contre, on ne va pas jusqu'au bout des fois du projet et de l'utilisation de la maquette. Par contre, la charte, elle est tout à fait claire, elle a été affinée au fur et à mesure des années, finalement, puisqu'on est parti d'un protocole et puis ils ont évolué en charte. Donc ça, c'est clairement identifié, en tout cas pour la direction des bâtiments, parce que la joie et le bonheur des grandes structures font qu'on avance, même chez nous, on n'avance pas tous à la même vitesse et pas tous avec la même réflexion, ce qui n'est pas le cas obligatoirement. Mes collègues des collèges ont eu des fois une autre approche que la nôtre. Donc même à l'intérieur d'un même métier d'ouvrage, on n'a des fois pas toujours la même façon de travailler. Donc ça, c'est normé, il n'y a pas de souci. Après, des fois, on s'arrête en disant, du coup, cette maquette-là, on ne l'utilisera pas en exploitation. Donc finalement, on veut juste une maquette architecturale, low technique en conception, et ça nous suffira. D'accord. Et vous, Frédéric Lecoq, maintenant que vous avez plusieurs projets à votre actif, les périmètres changent? On n'est pas toujours sur les mêmes niveaux d'exigence, les mêmes commandes en BIM? Comme le disait le maître d'ouvrage, c'est que suivant les bâtiments, suivant la finalité, suivant l'objectif aussi, la volonté d'utiliser après la livraison du bâtiment cette fameuse maquette numérique, ça définit les attentes et le niveau de détail qu'on va pouvoir y renseigner. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand on dessine un luminaire dans une maquette numérique, ça peut être tout simplement un carré avec un rectangle avec une certaine volumétrie.
qui va être représenté graphiquement, mais sans aller bien plus loin. Quand on va aller au niveau du DOE BIM, ce même carré, ce même rectangle va avoir cette fois-ci une forme plus définie. On va voir apparaître les optiques, on va avoir des informations dans cet objet qui vont être la puissance électrique, le flux lumineux, le rendement, qui vont aussi une référence, un nom de fabricant, c'est-à-dire que quand le maître d'ouvrage va décider de changer cet appareil juste en cliquant dans sa maquette numérique sur l'équipement, il va en ressortir tous les éléments qui vont lui permettre de le commander chez le distributeur du coin et de le remplacer très rapidement. On peut aller beaucoup plus loin, comme le précisait Maud. Là, je vous arrête, on voit l'image, l'alimentation batterie CTA, c'est pas la même chose à gauche et à droite? Je vais laisser Antoine, je suis désolé. Antoine Pernel. Bah oui, forcément, c'est Antoine sur le. Si, c'est exactement la même chose. C'est la même chose, d'accord. À droite, on a la photo de vue de toiture après travaux. Et à gauche, on a la maquette BIM. Donc il y a quelques petites différences qui n'ont pas été reprises depuis. Ouais. Mais le principe est là. Donc on voit les purgeurs sur les alimentations, les vannes, et tout est présent sur la photo de droite. Ouais, et vous mettez donc même les purgeurs, par exemple. Même ces détails techniques c'est important. Comme disait Frédéric tout de suite, et Madame Dauphinot, ça dépend du niveau d'exigence. D'accord. Sur cette maquette, on est allé jusqu'au purgeur, jusqu'au van qui figure sur la maquette. Ça peut arriver que ce soit clairement 4 tubes qui rentrent dans un rectangle et on s'arrête là. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la différence? Alors, c'est évidemment l'objectif final. C'est l'objectif final, oui, du rendu DOE BIM, enfin DOE ou non, du rendu BIM. D'accord. Et vous, Antoine Pernel, alors vous me disiez, là, le premier gros projet en tout cas pour vous, et même peut-être premier projet BIM avec l'hôtel du département, depuis vous en avez eu d'autres. Qu'est-ce qui change? En quoi vous avez progressé? Et votre vision a évolué comment? Ce qui a changé, c'est, en tout cas pour nous, c'est la banque de données. Parce qu'à l'époque, on partait d'un rectangle, on créait un rectangle en admettant que ce soit une centrale de traitement d'air, une question de ventilation, peu importe. Aujourd'hui, les fabricants, les fournisseurs peuvent nous fournir leur matériel directement en BIM. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus agréable à l'œil aussi. Donc on voit les détails quand même des vannes qui sont réalistes. Donc c'est, je pense, la plus grosse évolution depuis le tout premier projet. On a eu tout à l'heure en mode Dauphinot une question sur les coûts. Est-ce que vous dites on fait un projet en BIM, on a conscience que ça va prendre du temps sur la maquette et on le budgète, ou comment vous partez sur ce projet? Alors oui, on a conscience que ça va à la fois nous prendre du temps et à la fois nous engager un surcoût, surtout en 2016. Dans nos premiers projets, en fait, on le mettait en option. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas de base, on demandait à ce que la maîtrise d'œuvre nous le chiffre, avec une volonté certaine d'y aller de toute manière, mais malgré tout, on le prenait en option. On a passé la deuxième étape où on le mettrait maintenant, on l'intègre systématiquement de base, et on le fait, il ressort financièrement, finalement, il y a une ligne qui l'identifie, mais c'est pris dans l'opération globale de manière automatique. Donc on a aussi évolué là-dessus. Et si vous l'avez généralisé au département, c'est pour la prise en compte de quels atouts? Alors, en fait, on a fait un saut dans le temps, c'est-à-dire que, comme beaucoup de grosses collectivités, on avait une partie de notre patrimoine où on n'avait rien, c'est-à-dire même pas des plans papier. Ça arrive souvent, hein. C'est quand même, ça c'est la misère quand même, quand on arrive sur un bâtiment, il n'y a pas le... Et donc, au lieu de se dire, on va faire le travail en 2D, au vu de l'évolution technologique, ça n'avait aucun intérêt. Donc, on a fait, je dirais pas le grand soir, mais quitte à se lancer, on a été jusqu'au bout. Et puis, on voit bien que... alors, on a un intérêt, on espère en tout cas sur les chantiers, mais on a vraiment une volonté d'aller jusque derrière avec la maintenance. Et nos équipes de maintenance sont intégrées aussi à cette réflexion-là. Et puis j'ai envie de dire, c'est tout bête, hein, mais il y a une question de génération. On a 2 nouveaux collaborateurs qui sont arrivés dans l'équipe des chargés d'opération qui ont moins de 25 ans. Et puis, ça change la donne, tout bêtement. D'accord. Frédéric Lecoq, vous êtes assez convaincu que tout va se faire en 3D? On ne reviendra pas en arrière, ou en tout cas on est parti pour aller vers davantage de numérique? Oui, on en a parlé ensemble. Selon moi, on est au début du virage du numérique pour le bâtiment. On a il y a des industries comme l'aéronautique, l'automobile qui ont déjà pris le virage il y a fort longtemps.
Dans le bâtiment, on a un passage numérique assez brutal parce que c'est vrai qu'on est parti du 2D, du plan papier, où là on parle de maquette numérique. On se cherche encore, hein, c'est-à-dire dans la continuité entre les études de conception, le passage sur le chantier jusqu'au livrable. En fait, il y a encore du sable, des cailloux dans les engrenages, mais je suis confiant pour qu'un jour tout soit fluide et que de la conception jusqu'à la livraison au maître d'ouvrage du DOE BIM, on a une mise à jour au fil de l'eau. C'est-à-dire comme le fait aujourd'hui le chef de chantier, hein, au lieu de noter sur son plan en stylo les modifications qu'il a faites, il aura une tablette, il fera sa modification en live, ça passera par un circuit d'approbation et à la fin le DOE à la réception de chantier sera déjà fini. Donc ça c'est un vœu pieux, mais je pense qu'on y tendra dans quelques années. Racontez-nous, moi ça m'intéresse toujours les grains de sable. Où sont les grains de sable aujourd'hui ? Les grains de sable, c'est tout simplement, alors pour le projet spécifique de l'hôtel du département, en fait, le maître d'ouvrage, on était dans les premiers projets. Il y avait peu d'entreprises qui étaient équipées en BIM, et ça pouvait être un critère discriminant au moment de l'appel d'offres. Donc en fait, on a pris le parti avec le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage a choisi plutôt de nous confier la mission d'exécution. C'est-à-dire qu'il nous a demandé de s'assurer de la réalisation des travaux et de aussi faire cette mise à jour de maquette numérique du début du chantier jusqu'à la fin. Donc ça a été une galère, entre guillemets, parce qu'il a fallu emmener des gens, des dessinateurs qui passent leur journée derrière des ordinateurs à faire de la maquette, à aller faire des relevés sur le terrain, discuter avec un chef de chantier alors qu'ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, réussir à les faire communiquer ensemble en disant voilà, moi j'ai besoin, je me suis engagé à mettre une maquette propre, représentative de ce qui a été réalisé, il faut que toi tu me donnes les éléments qui vont me permettre de mettre à jour, parce que c'est pas moi qui vais aller regarder dans tous les placards, les recoins là où tu as positionné tes boîtes de dérivation, parce qu'on avait déjà fait une première approche, mais on a fait un gros travail pour livrer au département une maquette numérique qui soit le reflet le plus proche possible de la réalité. Et ça a été vraiment un gros travail, une grosse contrainte et une découverte aussi pour nous, parce qu'on n'avait jamais fait ce genre d'opération. Ouais. Et ça veut dire qu'il faut tout faire le travail à la fin pour le DOE numérique, ou on arrive quand même à le faire au fur et à mesure? Surtout pas. On a fait ça par étapes, parce que le bâtiment, l'hôtel du département, c'est un peu plus de 6000 m². Il y a eu je dirais comme un chantier, c'est-à-dire qu'on a des différentes phases dans le chantier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que les réseaux sont bien avancés, on commence à fermer les plafonds, sauf que pour mettre à jour la maquette numérique des lots techniques, on est obligé d'intervenir, de faire les relevés de mise à jour avant que les plafonds soient fermés, sinon c'est une vraie galère. Donc il y a eu une intervention tout au long du chantier de mise à jour, de traitement des données, des modifications qui a été réalisée. Donc ça a été... On n'a pas quitté le chantier, quoi. Ouais, vous dites on va aller vers la 3D, mais alors les étapes à suivre pour les personnes qui veulent y aller, qui se posent la question ou qui veulent y aller, bon, c'est déjà la formation au tout départ. Après, on ne peut pas s'arrêter au lendemain de la formation à cet aspect apprentissage, parce qu'on va continuer derrière en utilisant l'outil à se poser des questions, je pense. C'est quoi les différentes étapes pour devenir un peu aguerri, ou en tout cas pouvoir répondre à des appels d'offres et être en ordre de bataille? Comme vous le disiez, il y a effectivement l'outil, la formation sur l'outil. Nous, ça a été très long, parce qu'on passe d'un logiciel AutoCAD 2D qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Moi, j'ai pas connu les plans en rotring, donc j'ai toujours connu qu'AutoCAD. Aujourd'hui, c'est un peu une révolution, c'est-à-dire qu'on passe de traits 2D qu'on assemble, des blocs aussi, à des notions de dessin avec des objets. C'est-à-dire qu'au-delà de la volumétrie, on a aussi de l'information. On a une approche logicielle beaucoup plus importante que pouvait l'avoir AutoCAD. Tout bon dessinateur connaît par cœur tous ces codes raccourcis pour les différentes manips à faire, de mesure, de déplacement, de copier-coller sur AutoCAD. Quand on commence à parler d'objets mères, d'objets fils, de transmission des caractéristiques en fonction des critères de duplication, c'est un petit peu plus complexe. Donc il faut se former, il faut pratiquer, il faut continuer à se former, parce que l'outil évolue, les besoins évoluent, et plus loin on ira dans le logiciel, plus on sera performant. Antoine Pernel, vous m'avez dit pour le BET Fluide que le travail sur la maquette n'était pas tellement valorisé. Vous vouliez dire quoi par là? C'est principalement en termes de temps. On passe énormément de temps à reprendre, donc je parle surtout pour le DOE, à reprendre les informations des réseaux qui ont été passés, comme disait Frédéric, avec les faux plafonds par exemple. C'est chronophage. Après, le rendu est plutôt satisfaisant, mais c'est surtout une question de temps.
Ouais. Donc c'était notre premier projet. On n'était effectivement peut-être pas assez formés aussi à l'époque. Ça a pris du temps. Alors Paul Déon, vous me disiez, ça c'est intéressant aussi, qu'on parle donc, parce que c'est aussi nouveau, donc on se heurte à des difficultés, c'est assez chronophage. On parle souvent de ce côté chronophage et prise de temps sur les maquettes, et disparaît complètement finalement la question des économies qui peuvent s'en suivre. Parce que quand on travaille en numérique, on a quand même éventuellement quelques économies sur d'autres phases. En fait, ça bouleverse totalement notre façon pour nous de travailler, notamment quand on est en marché public, parce que le code des marchés publics, en fait, il résonne en termes d'échelle de dessin au fur et à mesure des phases, en fait, de l'esquisse jusqu'à la phase exé. Et donc, au début, on avait l'habitude, en fait, de prendre son crayon ou AutoCAD et puis de représenter ce qu'on voulait, voilà. Et donc c'était assez efficace en fait, parce qu'avec un outil en fait on pouvait tout dessiner, et puis de toute façon on s'occupait que de ce qu'on voulait montrer. Donc on passait pas beaucoup de temps au reste. Là, avec le fait de travailler en 3D, et en fait ce qui se passe, c'est qu'on arrête de représenter les choses, mais on modélise un bâtiment. On arrête en fait de penser en termes d'échelle. C'est le logiciel qui va le faire pour lui, enfin qui va le faire pour nous quand on voudra imprimer. Mais en fait, on construit une maquette du bâtiment qui est à l'échelle 1. Si on le souhaite ou si on le doit, cette maquette, elle peut être exhaustive en termes d'informations. Donc, il faut savoir il faut savoir où s'arrêter. Mais du coup, pour nous, ça bouleverse en fait tout le travail. En fait, donc ce qui se passe en fait, c'est que il y a plein de problèmes qu'on va voir beaucoup plus tôt. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a plein d'économies en fait qui vont être faites pour des problèmes qui ne vont pas exister. Donc après, cette part-là, elle est difficilement quantifiable. On ne le saura pas. Les problèmes n'existeront pas, donc on n'en entendra pas parler non plus en creux. Oui, c'est ça. Tout à fait. Effectivement, c'est vrai qu'il y a plein de sujets de synthèse qui ne seront pas vus sur le chantier parce qu'on les aura anticipés, parce que le BIM, en fait, comme la méthode est assez lourde, il faut que les gens se rassemblent le plus tôt possible pour que ce soit assez simple. Et donc du coup, ça oblige les gens à échanger plus tôt, et donc aussi à parler de leurs différentes spécialités, et donc à régler des problèmes techniques plus tôt au lieu de les voir sur le chantier. Donc ça perturbe en fait l'ancien schéma qu'on avait. Après, mesurer les économies qui sont faites comme ça, c'est difficile hormis faire 2 fois le même bâtiment avec... Il faudrait faire un avec, un sans, puis s'amuser à comparer. Mais vous n'avez pas de deuxième bâtiment comme ça en centre-ville, mode de L'hôtel du département, non. Non, c'est pas plus mal, parce que c'était quand même un peu de travail. Hein. Je ne sais pas si les équipes voudraient refaire exactement le même. Sur les prochains projets, on parle peut-être de la suite très rapidement. Et alors préparez vos questions si vous voulez intervenir. On va même déjà commencer par les prises de questions. Et je vous poserai éventuellement aussi quelques questions sur les projets qui suivent. Stéphane Edouin, donc je suis enseignant en construction au lycée Laplace. Est-ce que vous avez utilisé la maquette pour faire du phasage de travaux, aller jusqu'à la liaison avec la planification et les suivis de travaux? Parce que c'est l'intérêt aussi de la maquette. Hein. Frédéric Lecoq, vous voulez répondre? Est-ce que vous réfléchissez éventuellement à cette phase qu'on appelle 4D, 5D là? Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont tout à fait réalisables avec la maquette numérique, et des fois, c'est aussi l'intérêt dans des projets bien spécifiques. Dans le cas de l'hôtel du département, c'est pas des modules qu'on a exploités. On n'a pas utilisé effectivement la partie planification avec l'outil. On avait comment dire la chance d'avoir un chantier qui se déroulait en milieu non occupé dans un site fermé, qui nécessitait pas d'avoir des contraintes de planification très drastiques comme on pourrait l'avoir dans un hôpital en exploitation où on serait en train de refaire des blocs opératoires par exemple. Là, le projet, selon moi, ne s'y prêtait pas. Néanmoins, effectivement, on a déjà vu d'autres projets. Moi, j'ai déjà participé à des projets où il y a des planifications faites à partir de la maquette qui sont assez intéressantes à exploiter. Parce que c'est quand même la valeur ajoutée de la maquette aussi, c'est l'extraire maximum de la maquette. Oui, tout à fait. Alors après, encore une fois, tout est une question de taille de projet aussi. Hein. Tout est relatif. Hein. Comme on l'a dit depuis tout à l'heure,
le fait de raisonner maquette numérique. Alors, encore une fois, je parle au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas tout à fait encore dans les standards. Demain, ça deviendra sans doute les standards, ça ne sera plus un sujet. Mais aujourd'hui, ça nous demande encore un effort à tous et à toutes de raisonner maquette numérique, de travailler, d'aller faire une conception maquette numérique, parce qu'on est encore dans les changements d'habitude. Dans quelques années, ça sera le standard, selon moi, et pour le coup, ce genre de questions ne sera plus, parce qu'en fait, on sera dans la planification systématique au travers de la maquette. Nous, on a déjà commencé à travailler en disant, même si on a besoin de 2D, dès l'instant qu'on commence à dessiner en 3D, si on conçoit bien notre maquette en 3D, on doit pouvoir générer du 2D sans se poser de questions. C'est-à-dire éviter de parler de surcoût, mais avoir systématiquement une réflexion, entre guillemets, BIM. Merci. Paul Déon, en complément. Ouais, non, la question est intéressante. C'est vrai que il y a différents chantiers dans lesquels on fournit une maquette numérique aux entreprises, et certaines effectivement s'en emparent en fait et nous font part en fait de plans d'installation de chantiers qui sont en 3D avec tout un phasage, et on voit notamment dans des opérations où il y a de la démolition et de la reconstruction en simultané, où ça permet sur 3 feuilles en fait de bien comprendre comment est-ce qu'ils sont appropriés le projet, et comment est-ce qu'ils imaginent en fait le chantier, comment est-ce qu'il va se déplacer, par où on va y accéder, etc. Donc ça, c'est intéressant, c'est hyper efficace, et puis du coup c'est vrai que ça leur permet de rentrer pendant la phase de consultation vraiment dans le bâtiment, et puis du coup pour elles, ça nous permet de nous montrer leur savoir-faire et puis leurs différentes approches en fait du chantier. Et puis effectivement sur la planification, c'est vrai que maintenant il y a des outils qui permettent de lier la maquette 3D avec des plannings, et donc ensuite de pouvoir en faire des petits films d'animation qui vont montrer effectivement, qui vont illustrer en fait le planning en 3D. Donc ça, je pense que plus tard on l'utilisera davantage. Et puis sur la partie prise de cote entre le relevé et entre ce qui est en train de se construire et puis la maquette, là en ce moment sur des chantiers, on voit des entreprises qui viennent avec des casques de réalité virtuelle et qui superposent en fait, voient en même temps la maquette et puis ce qui est réalisé et les écarts pour ensuite les rapporter, donc pour que ce temps de relevé il soit un peu plus rapide. Donc il y a des choses qui se mettent en place. C'est intéressant, notamment, il n'y a pas qu'un seul visage du BIM, on peut aller effectivement, on le disait depuis le début, à plus ou moins loin, et qu'il y a aussi des modules complémentaires en fait qui sont possibles à travailler. Et alors je pensais, quand vous évoquiez cette question d'organisation du chantier, à toute l'anticipation aussi que ça réclame, et l'intérêt que ça peut avoir pour la sécurité des accès chantiers par exemple, ou la façon de pouvoir se déplacer. On sait quand il y a des accidents, c'est souvent qu'on a manqué un peu de réflexion en amont. Même pour les aspects de sécurité sur les chantiers, c'est peut-être intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques ? Oui, monsieur, vous vouliez intervenir. Merci de prendre la parole. Et puis, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps, si vous avez... Oui, bonjour, je suis Laurent Boisselet, je travaille pour une société qui s'appelle Horus. On fait de la réalité augmentée sur chantier, justement, et je viens dans le prolongement faire un témoignage où, effectivement, on arrive aujourd'hui à superposer la maquette à la réalité et au nuage de points, ce qui permet d'éviter de faire de l'autocontrôle, des clashs dans toutes les phases du chantier, que ce soit de la réhabilitation, de la conception, de la réalisation. Et donc je viens apporter un peu d'eau à votre moulin. C'est pas dans quelques années. Aujourd'hui, on a des chantiers sur lesquels des ouvriers, des chefs de chantier, des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage travaillent avec des tablettes et vérifient en autocontrôle le suivi du chantier et les bonnes réalisations, évite des clashs ou des réservations qui sont mal placées. On sait tous ce que ça a pour conséquence quand il faut défaire un voile de plusieurs mètres carrés ou de plusieurs mètres cubes. Voilà, c'est juste une réflexion à ce titre-là et une vision un peu plus sur le retour sur investissement. Quand on évite un clash, qu'est-ce que ça rapporte par rapport à ce que ça coûte finalement que faire une maquette ou que faire un peu de réalité augmentée ? Oui, puis c'est bien d'en parler, parce que c'est vrai que ce n'était pas non plus des aspects des chantiers pour lesquels on faisait le plus de publicité, mais ça a toujours existé d'avoir des difficultés sur les chantiers. Là, ça permet de travailler les écarts entre la conception et la réalisation. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait intervenir à cette étape ? Oui. Bonjour, Lucas Savary, élève de 2e année en cycle ingénieur à l'ESI de Sécan. Je vais rebondir sur votre intervention, monsieur. Je voulais savoir, en fait,
comment était accueilli le BIM sur les chantiers, si les ouvriers n'étaient pas un peu réticents à ce type de nouvel outil, parce que souvent ils sont sur les chantiers depuis un certain temps, ils ont leur manière de faire, leur manière de faire leur propre autocontrôle justement, et si c'était justement un outil qui était bien accueilli. Alors ça c'est une très bonne question parce qu'effectivement il y a du savoir-faire sur les chantiers et non seulement il ne faut pas l'ignorer, c'est une erreur, mais il faut peut-être aussi entendre les personnes sur les chantiers. Est-ce que le fait qu'on apporte des éléments extérieurs qui sont un petit peu issus de la réflexion mais peut-être pas du coup de main, ça vient poser des soucis, ou est-ce qu'au contraire il y a une curiosité? J'imagine que les situations sont variables. Antoine Pernel, vous voulez réagir? Moi je pense que ça pose pas spécialement de soucis. Donc l'ouvrier sur le chantier, il reçoit un plan qui soit tiré d'une maquette BIM 3D ou d'un modèle 2D via AutoCAD ou un autre logiciel. Lui, il a un plan papier dans son bungalow. Après, il adapte forcément en fonction effectivement de ses méthodes de travail le tracé des réseaux, des gaines, des boîtes de dérivation, ce genre de choses. Mais je suis pas convaincu que ça pose plus de problèmes que ça au personnel sur place. Dauphino. Ouais, peut-être pour compléter, en fait, je pense que c'est la partie sur laquelle on n'a pas atterri, j'ai envie de dire. Toute la phase de conception se passe sur le BIM, les entreprises travaillent dessus, mais quand on arrive sur le chantier, eh bien, se regrouper à 15 autour d'une tablette pour se mettre d'accord ou avoir un rétroprojecteur qui projette dans la cabane de chantier, eh bien, aujourd'hui, ça a ses limites. Et on revient souvent, malgré tout, au plan. Une fois qu'on est au plan papier, une fois qu'on est arrivé sur le chantier. Je racontais ça tout à l'heure, je suis allée sur un nouveau chantier qu'on gère aussi avec l'équipe de maîtrise d'œuvre de Hataube. J'étais très surprise de rentrer et de ne pas avoir un plan. Je me suis dit, formidable, il y avait un écran. Et je me dis, aïe, ils sont restés. Et puis en cours de chantier, en cours de réunion, j'ai vu sortir les plans et tout le monde a accroché ses plans au mur et ils ont fini par rester. Voilà. Donc, même si des fois les visions 3D permettent de bien faire comprendre un plan, parce qu'on sait que quelquefois il y a des difficultés d'interprétation pour certains ouvriers des plans 2D. Alors ça, j'ai envie de dire, je pense que c'est une réalité sur nos futurs utilisateurs. Ouais. Je suis plus limitée sur les gens qui sont des professionnels, qui sont quand même capables de lire un plan. Mais on a une vraie utilisation, nous, en tant que futurs utilisateurs du bâtiment, quand on vient présenter à nos futurs agents, au service, la validation des plans, la validation du projet. On voit bien une vraie différence entre le moment où on leur sortait un plan en 2D, où ils nous regardaient avec des grands yeux en disant ouais, peut-être. D'accord. Et le moment où on leur propose une maquette, où ils sont capables de se projeter. Et nous, on a été jusqu'au bout. On a aussi acheté des lunettes de réalité virtuelle. Et du coup, on les balade dans le bâtiment. Et là, on a une vraie plus-value sur l'appropriation du sujet par les futurs utilisateurs. Donc c'est plutôt pour les utilisateurs. Sur les chantiers, ça va. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir? Oui. Rebonjour. Christophe Nowakowski, président d'Intech Normandie. Pour que les personnes qui travaillent dans l'acte de construire s'approprient les maquettes numériques et le BIM, je crois qu'il faut leur montrer qu'ils ont un intérêt à l'utiliser. Je pense que c'est humain. C'est-à-dire pour que ça fonctionne, il faut que la personne y voit un intérêt dans son travail de tous les jours. Je pense que c'est ça un peu la clé. Voilà, je suis convaincu qu'il faut que la personne y trouve un intérêt vraiment dans son travail de tous les jours. C'est pour ça, quand on parlait des déclinaisons tout à l'heure sur l'organisation du chantier, sur certains aspects très pratico-pratiques, c'est une clé aussi. Je pense, oui. Merci beaucoup. Yves Lafoucrière, pour le plan BIM, si vous voulez intervenir. Merci. Moi, j'ai une question pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. J'ai compris que dans ce projet, il y avait un BIM manager et également un chef de projet chez l'architecte. Comment vous pouvez nous en dire un peu plus sur les relations maître d'ouvrage, BIM manager, chef de projet? Parce que c'est quand même quelque chose de nouveau et qui est spécifique au BIM, c'est qu'il y a cette notion de BIM manager. Donc comment se répartissent les tâches, les responsabilités, comment vous êtes organisé? Est-ce que ça a été simple? Est-ce qu'il y a eu des conflits, des territoires préservés par chacun? Voilà. Des conflits, non, parce que, là, c'est des questions de rapport humain, mais là, en l'occurrence... Vous parlez encore ça... Oui, tout à fait. En l'occurrence, c'était une femme, et effectivement, bref, ça se passe très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Effectivement, moi, je viens en tant que... en tant que support, en fait, donc en amont pour anticiper des problèmes qui pourraient être compliqués à réparer si on n'anticipe pas certaines choses.
Et puis après, je me mets à sa disposition quand elle sent qu'il va y avoir un problème. Voilà. Donc après, le BIM manager, il a besoin d'avoir une vision un peu complète, un peu complète du projet, pas forcément de connaître tous les détails comme le chef de projet, et puis surtout de connaître les attentes du maître d'ouvrage, de bien connaître les différents intervenants et puis leur niveau de maturité, les logiciels sur lesquels ils travaillent, leurs habitudes, etc. pour anticiper un peu les problèmes. Côté maîtrise d'ouvrage, finalement, on a une organisation qui est un peu similaire. Alors, côté maîtrise d'ouvrage, ça ne s'appelle pas un BIM manager, mais j'ai envie de dire peu importe. On a aussi des chargés d'opération qui sont vraiment sur la partie pure projet, programmation, suivi de chantier, etc. Et on a un chargé d'opération BIM qui intervient sur l'ensemble des projets de ses collègues. Et finalement, le chargé d'opération BIM chez nous parle avec le BIM manager. Et c'est presque, j'ai pas envie de dire une vie parallèle, mais oui, il y a une espèce de duo qui se crée, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, dédié BIM, et qui vient en plus finalement des relations purement projet. Et Frédéric Lecoq, vous vouliez peut-être intervenir sur ce point-là pour voir comment ça s'est passé. C'est vrai que moi, j'ai encore besoin de préciser cet aspect collaboration avec le cabinet d'architectes. On a pourtant parlé un petit peu en amont de cette table ronde, mais... Oui, effectivement, il y a, pour réussir à avoir une maquette numérique qui, in fine, fonctionne à la livraison du bâtiment, il faut qu'on ait tous les mêmes repères. C'est-à-dire que le point de base, c'est de dire tout le monde dessine à partir de ce point de repère qui est une coordonnée GPS ou qui est un autre point en lien avec le dossier. Et aussi, il faut qu'on ait tous le même langage. Donc, il faut qu'à un moment donné, on ait notre BIM manager qui traduise la charte BIM du maître d'ouvrage, qui nous dise à nous... bureau d'études techniques, ok, il va falloir qu'on se mette d'accord de façon à ce que vos éléments, ils apparaissent de telle et telle façon, de façon à ce qu'on puisse, nous, ensuite compiler une maquette qui sera conforme aux attentes. Donc oui, il y a quelques réunions en démarrage. Je pense que, étant donné que c'était le premier projet, l'hôtel du département significatif, là, donc que ce soit chez nous, au département également, il y a eu pas mal d'allers-retours. Il a fallu qu'on comprenne aussi les attentes du BIM manager du département, parce que c'est pareil, il avait sa vision, il savait ce qu'il voulait faire, et nous, on savait pas trop comment on allait faire. Donc il a fallu qu'on comprenne bien les attentes et qu'on planche pour réussir à se mettre au niveau, et on a réussi, donc c'était satisfaisant. Bon, ça bouleverse quand même un petit peu les organisations, ça rebat les cartes sur un certain nombre de domaines. Paul Déon vous a expliqué tout à l'heure aussi que ça changeait les phases de travail. Finalement, on travaille peut-être un peu plus en amont, on évite peut-être des problèmes plus tard dans les projets. Il y a aussi un aspect où ça bouleverse, ou en tout cas ça pose question, un point, modo fino, c'est concernant la commande publique. Oui, alors je vous dis ça parce qu'en plus vous intervenez, je crois, ici dans cette école. Ouais, je vais voir les 5e années pour leur parler marché public en début d'année prochaine. Je sais qu'ils ont hâte et qu'ils sont impatients. C'est un sujet passionnant, les marchés publics. Mais contrairement à Habitat 76, qui a fait un choix très marqué, j'entendais leur témoignage tout à l'heure, aujourd'hui, les marchés de conception-réalisation restent une dérogation du code du marché public. C'est pas, il faut avoir une raison pour passer en conception-réalisation. Et la raison, elle n'est pas le BIM. C'est pas une raison de passer en conception-réalisation. Donc aujourd'hui, nous, on démarre ce genre de marché pour des raisons plutôt de choix, de performance énergétique, performance environnementale. Mais on a démarré toute notre réflexion sur le BIM sur des montages classiques LOAMOP, donc sélection de maîtrise d'œuvre, puis sélection d'entreprise. Et c'est la limite, en fait, j'ai envie de dire, de la compatibilité entre la commande publique et la mise en place d'un outil collaboratif, puisque la maîtrise d'œuvre commence à travailler, fait un projet, avance de manière assez précise sur le sujet. Et puis une fois qu'on a les entreprises, il faut refaire les réunions de synthèse pour s'assurer avec les entreprises que ce qui a été fait côté conception correspond bien finalement à ce que les entreprises sont capables de faire ou ajustent. Et là, on le vit sur un chantier et on s'aperçoit que c'est pas si simple. Donc on démarre un projet en conception-réalisation BIM et on verra, on espère qu'il pour le coup il y ait une différence à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller entre guillemets pour réussir à maintenir l'information au fur et à mesure. Normalement, vous devriez remettre en concurrence les entreprises et donc on perd l'information à une étape, quoi. C'est surtout que
on voit bien que l'intérêt de tout ça, on le disait tous et toutes, c'est que l'ensemble des intervenants se parlent et apportent leur expertise technique. Les BET ont une réflexion, les entreprises apportent autre chose. Et quand on est en montage classique de marché public, eh bien, cet échange, il se fait une fois qu'on a acté un certain nombre de choses, puisqu'on a toute la phase de conception qui est actée au moment où on choisit les entreprises. Donc finalement, on revient un peu en arrière quand les entreprises ouvrent le dossier et sur le chantier, ils disent non, là, ce que vous aviez imaginé, c'est pas possible, il faut le faire autrement. Et donc on rétropédale un peu ce qui n'est pas le but premier de l'outil. Très bien. On a compris en tout cas que le projet de l'hôtel du département avait été un premier pas dans le BIM pour vous. Ça a été intéressant et que que maintenant tous les projets sont gérés de cette manière-là au département, qu'on a inscrit ça dans les habitudes. Merci beaucoup pour les questions que vous avez pu poser ou les remarques que vous avez formulées ce matin à l'occasion de cette seconde table ronde. Et je vous demande d'applaudir Antoine Pernel, Frédéric Lecoq, Paul Déon et Maud Dauphineau pour cette table ronde.